Il rejette l'identification entre la vérité et la bonté. La bonté, pour lui, c'est de l'hypocrisie, c'est la vertu des faibles. Il demande aux puissants d'être bons, de ne pas être trop cruels, parce que ils ont peur d'en souffrir. Pour lui, la vérité est associée à la beauté. Or, la femme incarne la beauté, pas seulement physique, mais aussi la beauté intérieure, la beauté morale, mais en même temps, la vérité peut être cruelle, et la vérité est changeante. La vérité est illusion, l'illusion est vérité. Nietzsche ne fait pas de distinction. Il ne croit pas dans une vérité métaphysique au sens de la vérité religieuse ou dans une vérité scientifique. Pour lui, la vérité est fluctuante, un peu à chacun sa vérité, quelque part. Donc la femme faite vérité, ça veut dire que la vérité, à l'image de la femme, est changeante et qu'il ne faut pas chercher à l'enfermer, qu'il faut lui laisser sa liberté, qu'il faut l'accepter telle qu'elle est. Nietzsche ne se pardonnera pas son ressentiment contre les femmes, d'ailleurs, puisque dans certains de ses aphorismes, il va charger la barque contre certaines femmes, notamment contre Lou Salomé, contre Élisabeth et contre sa propre mère, qui pourtant était très tendre, attentionnée, mais il lui a peut-être reproché la mort de son père, la mort prématurée de son père. Mais en tout cas, Nietzsche a aimé les femmes, il a été déçu par les femmes, et il s'est mis en contradiction avec sa propre philosophie du surhomme. Parce que c'est quoi le surhomme nietzschéen? Parce que c'est une expression Übermensch en allemand, c'est un neutre, ça peut aussi être une femme. Le surhomme nietzschéen, ça peut être quelque chose qu'on a tous en nous, une sorte d'identité. Quand ils disent « deviens ce que tu es », deviens le surhomme qui est en toi, dépasse-toi, c'est l'idée du dépassement. Mais il peut aussi être incarné par une personne précise. Nietzsche a cru à un moment donné en Wagner, il a été déçu. Il a cru en Lou Salomé, qu'elle pouvait être la figure du surhomme, donc de la surfemme en quelque sorte, de l'Übermensch en allemand. Il a été déçu par Lou Salomé. Il s'est dit, puisque personne, tout le monde me déçoit, il faut que ce soit moi le surhomme. Il s'est déçu lui-même, comme c'est quelqu'un de très honnête. Il s'est déçu lui-même, il s'est dit, oui, je ne suis pas digne, je ne suis pas là au niveau du surhomme parce que j'ai trop de ressentiment contre ceux qui m'ont fait du mal. Pourtant, le même Nietzsche dit que notre ennemi est notre meilleur maître. Il nous apprend nos faiblesses, il nous permet d'aller plus loin. Et il n'a pas été assez fort, le dit-il lui-même, il n'a pas été assez fort pour dire oui à la vie, ce qu'il appelle l'amour fati, et notamment pour continuer à aimer les femmes, malgré le mal qu'elles lui ont fait. Il aurait pu, et je le regrette un petit peu à un moment donné, j'en parle à la fin du livre, il aurait pu remercier Élisabeth d'avoir été si odieuse avec lui, sans être masochiste pour autant. Parce que sans Élisabeth, moi je réhabilite un peu Élisabeth, parce qu'il y a eu plein de livres contre elle, et je trouve qu'on a été un peu trop dur avec elle, alors qu'elle ait eu des idées d'extrême droite, d'accord, certes, c'est pas très sympathique, qu'elle ait été trop jalouse de la vie sexuelle de Nietzsche, incestueuse, d'accord, c'était un travers, mais c'est quand même grâce à elle que les œuvres de Nietzsche ont été préservées. Elle a créé les archives Nietzsche, et, alors avec un peu d'humour noir, je dis aussi, si elle n'avait pas été aussi vache avec Nietzsche, Nietzsche ne serait pas devenu Nietzsche. Parce qu'il avait besoin justement de cette opposition pour que son génie intellectuel éclose, en quelque sorte. Souvent, les obstacles sont des ailes, paradoxalement. Nietzsche écrivait bien, mais il aurait peut-être été un bon écrivain, comme il y en a eu des centaines à l'époque en Allemagne. Personne n'en parle plus aujourd'hui. Il y a eu plein d'écrivains, plus ou moins brillants, mais plus personne ne parle aujourd'hui. Il fallait quelque chose de plus. Ce plus, c'est peut-être le fait qu'il ait surmonté sa douleur, qu'il ait sublimé sa douleur sentimentale dans l'écriture. Écriture en quête de sa vérité, finalement. D'où le lien, toujours, avec la femme faite vérité. Donc ça me semble essentiel, effectivement, ce point-là, l'idée que Nietzsche n'aurait pas été Nietzsche sans Elisabeth Förster. Je rappelle pourquoi Förster, c'est l'homme qu'elle a épousé, qui était un peu fou, d'ailleurs. Décidément, elle est poursuivie, mauvais karma, par la folie de son frère, la folie de son mari. Il voulait créer une société aryenne au Paraguay. Ça a été un fiasco total. C'était avant le nazisme, voilà. Il s'est suicidé en 1889, voilà. Bon, un rêve fou. Et l'année 1889, d'ailleurs, est terrible pour Élisabeth, puisque c'est la même année où son mari se suicide et où son frère, son grand frère de 2 ans de son aîné, dont elle était amoureuse, sombre dans la folie, puisqu'il s'est effondré. Dernier acte lucide de Nietzsche, c'était le 3 janvier 1889, c'était à Turin. Il a embrassé un cheval, sur les naseaux, un cheval qui était maltraité par un cocher cruel. Nietzsche aimait bien les animaux, et pour lui, c'était plus qu'un animal. Ce cheval, c'était un symbole de l'humanité souffrante. C'était quelqu'un qui avait quand même aussi de la compassion. Il pouvait être dur, parfois, dans ses écrits, mais c'était aussi un humaniste qui pouvait avoir pitié de ses prochains, de ce cheval notamment,
Pour la petite histoire, avant de vous présenter les chapitres et de lancer le débat, Nietzsche avait un animal préféré. Il aimait bien les animaux, il l'utilise souvent dans son livre. Il y a pas mal d'animaux qui reviennent dans mon livre aussi. La panthère de Dionysos, puisque son dieu préféré c'est Dionysos, le dieu de l'ivresse, le dieu du vin, de la transgression, c'est la figure du surhomme pour Nietzsche. C'est un chapitre sur Dionysos. Mais son animal préféré c'était la vache. Pourquoi la vache? On aime bien les vaches, effectivement. Elle gentille. Parce qu'elle rumine, exactement. Parce qu'elle rumine, la vache rumine. Et pour Nietzsche, la philosophie, c'est de la rumination. Il faut ruminer les idées. Il faut les ressasser constamment. Nietzsche, avant d'écrire, il marchait beaucoup. Il ruminait ses idées dans des marches 50 km, des marches sportives. Mais il était assez sportif, Nietzsche. C'était voilà, la marche, parce qu'il faut mettre les idées en mouvement. Il faut que ça rumine. Voilà pourquoi il a fait de la vache l'animal philosophique, par exemple. C'est aussi, rumination, c'est le principal, mais là je rajoute, Nietzsche ne le dit pas, mais on pourrait rajouter, pourquoi la vache? Mais la vache, c'est un animal, on a l'impression, très pacifique quand même, et qui n'a pas facilement de ressentiment. Il faut vraiment y aller pour mettre une vache en colère, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas que ce soit le taureau, parce que lui sera plus agressif. Mais la vache, elle a une bonne nature, quoi, elle ne va pas être agressive en général. Il faut vraiment y aller pour qu'une vache commence, alors qu'on dit pour une vache, mais on est injuste là. Voilà. Oui, c'est peut-être un contresens. Mais alors, avant de vous laisser la parole, parce que le but c'est qu'il y ait un débat, et ensuite je reprendrai la parole s'il le faut, si vous avez des questions par rapport au livre. Encore une fois, je ne voulais pas, voilà, l'intérêt c'est que vous ayez envie de le lire, évidemment, parce que tout à l'heure il y a la partie dédicace pour ceux qui veulent. Donc je vais quand même vous donner les intitulés de chapitres, ça vous donnera une idée un peu du contenu, d'autant plus qu'il y en a certains qui sont assez drôles, d'autres un peu plus sérieux quand même. Alors en deux parties, la première partie c'est la vérité en femme, donc les différents visages de la vérité. Je vous lirai peut-être un tout petit extrait d'ailleurs de l'aphorisme de Nietzsche qui a été à l'origine de ce livre, pour terminer mon mot du début et ensuite vous prendrez la parole. Donc chapitre 1, la vérité en femme. Chapitre 1, seule une déesse peut nous sauver. Chapitre 2, le pasteur est mort, Dieu aussi. Chapitre 3, Elisa, je t'aime moi non plus. Vous avez compris, saisi l'allusion. Chapitre 4, Cosima, Capri, c'est fini. Là aussi, la chanson populaire. Chapitre 5, Loup, Loup Salomé donc, Loup ne me quitte pas. Chapitre 6, la malédiction d'Aphrodite. Chapitre 7, la panthère de Dionysos. Chapitre 8, danse de Kali et voile de Maya. Il y en a 15 chapitres. Deuxième partie, Nietzsche, la vérité en puissance. Première partie donc beaucoup plus biographique, deuxième partie plus philosophique. Chapitre 9, Dostoïevski et Kierkegaard sans Dieu. Ça c'est Nietzsche, que je compare à ces deux auteurs. Chapitre 10, par-delà Kant et Schopenhauer. Chapitre 11, écrire pour ne pas mourir. Chapitre 12, le Prométhée déchaîné, c'est Nietzsche lui-même. Chapitre 13, l'Évangile selon Friedrich. Chapitre 14, les versets sataniques. Chapitre 15, la vérité qui rend fou. D'ailleurs, je joue un peu sur le chiffre 15. Il y a les 14 stations du Christ, et il y a la station en trop pour Nietzsche, c'est celle de la folie. D'ailleurs, il a songé au suicide après sa rupture avec Lou Salomé. Il s'est ressaisi en quelque sorte. Et finalement, la folie, c'est peut-être une mort symbolique. On a parfois dit que sa folie a été simulée. J'évoque l'hypothèse, je pense quand même qu'il était sérieusement atteint, mais il a peut-être exagéré sa folie pour ne pas avoir à rendre compte de ce qu'il pensait être un échec. Mais c'est un échec sublime, échec de son vivant. Il sentait que son génie n'avait pas été compris par les Allemands, et aujourd'hui son génie est reconnu mondialement. C'est le philosophe le plus lu dans le monde. Repris au cinéma, il y a énormément de films qui sont inspirés de Nietzsche, qui vient de sortir, Fight Club aux États-Unis, il y a quelques années. Nietzsche est vraiment le philosophe de notre époque, de notre temps. C'est pour ça aussi que je pense que c'est important de lire du Nietzsche aujourd'hui. Je pense que c'est le philosophe qui a vraiment compris notre temps de décadence, notre temps de peur aussi, notre temps de mutation. Il est tragique, il n'est pas forcément pessimiste, mais c'est quand même une philosophie qui peut faire frémir, qui peut faire peur par moments. Enfin, avant de vous laisser la parole dans la partie débat, je ne résiste pas à la tentation de vous lire le petit passage de Friedrich Nietzsche dans le Gai Savoir, dans l'acte de naissance, qui est un peu le point de départ de ce livre, la métaphore de la vérité faite femme. Donc la phrase entière de Nietzsche: « Nous ne croyons plus que la vérité reste vérité si on lui ôte ses voiles.
Nous avons trop vécu pour croire en cela. C'est pour nous une question de décence aujourd'hui que de ne pas vouloir tout voir dans sa nudité, de ne pas vouloir se mêler de tout, de ne pas tout comprendre et savoir. Un très bel éloge du mystère féminin quelque part. Donc c'est le point de départ de mon livre « Et si la vérité était femme ». Merci de votre attention.